Où donc est né le bateau? Impossible à déterminer. Au premier tronc d'arbre flottant sur une rivière, nos ancêtres comprennent comment naviguer. Il y a plus de 10 000 ans, ils creusent des troncs pour en faire des pirogues et assemblent déjà des radeaux. Barque ou panier de roseaux chez les Sumériens, tige de papyrus chez les Égyptiens, roseaux en Amérique du Sud, outre de cuir gonflée en Mésopotamie, tous les matériaux sont bons pour partir à la conquête des rivières et des mers. Par quel mystère un bateau flotte-t-il sur l'eau? C'est le fameux savant grec Archimède qui en a découvert le principe. Premièrement, quand un corps est plongé dans l'eau, il reçoit de la part du liquide une poussée de bas vers le haut, égale au poids du volume d'eau déplacé. Deuxièmement, si l'objet est très dense, c'est-à-dire qu'il pèse très lourd pour un petit volume, il déplace trop peu d'eau pour compenser son poids et il coule. Par contre, si son volume est important, il reçoit une poussée plus forte de la part de l'eau et il flotte. C'est grâce à ce principe que même un très gros bateau en métal peut se maintenir sur l'eau. La première grande civilisation de bâtisseurs de navires naît sur le Nil 3400 ans avant Jésus-Christ. Ils savent construire de gigantesques embarcations de 60 mètres de long, capables de transporter des obélisques de près de 1000 tonnes. Comment fait-on avancer de tels monstres avec des rames et à la voile? Il n'y en a qu'une seule, elle est carrée, ce qui en limite l'usage, car on ne peut l'utiliser que lorsque le vent souffle par l'arrière. Quant au gouvernail, il s'agit de 2 grandes rames situées sur les côtés du bateau à l'arrière. Pendant toute l'Antiquité, la Méditerranée est sillonnée de bateaux. Les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs et les Romains sont de fameux navigateurs. Les navires de commerce sont des coques très arrondies pour emporter le plus de marchandises possible. Ils sont lourds et propulsés généralement à la voile. Ils font du commerce jusqu'en Inde. Les navires de guerre sont minces et élancés. Les plus performants sont les trières grecques. Le principal atout de ces formidables machines de guerre, c'est la rame, qui les rend beaucoup plus maniables que la voile. À partir du IVe siècle, les navigateurs font une découverte fondamentale. C'est la voile latine. Elle a un avantage énorme par rapport à la voile carrée. Elle peut fonctionner même quand le vent ne vient pas de l'arrière. Le truc de la voile latine, c'est qu'elle peut tourner autour de son mât. Prenons par exemple une voile de forme triangulaire et observons du dessus ce qui se passe quand le vent souffle de l'avant. Il gonfle la voile et une poussée vient s'exercer perpendiculairement à sa surface. Mais il faut savoir que la poussée directe du vent ne compte que pour une fraction seulement de la force motrice du bateau. Ce qui fait véritablement l'efficacité de la voile latine, c'est l'aspiration qui se crée derrière elle. En effet, en faisant obstacle au vent, la voile crée une dépression qui l'aspire violemment. Pendant tout le Moyen-Âge, les grandes civilisations de navigateurs sont prospères. Entre le 9e et le 11e siècle, les formidables dracars de Vikings de Scandinavie terrorisent les pays voisins. Leurs bateaux s'enfoncent très peu dans l'eau, ce qui leur permet de remonter plus loin les rivières. Et ils peuvent aussi affronter la mer, grâce au profil élancé et à la grande stabilité de leurs navires. Les Arabes sont aussi de brillants constructeurs navals. Ils n'utilisent jamais de clous. Les planches de leurs poutres sont littéralement cousues entre elles à l'aide de fibres de noix de coco. Et il semble bien qu'on leur doive au XIIe siècle l'invention du gouvernail fixé à l'arrière du bateau et actionné par une barre. Quand le bateau file droit devant lui, la barre reste dans l'axe du navire. Quand on veut virer, on tourne la barre. Le gouvernail vient alors se mettre en travers des flots et subit leur poussée. Sous cette action, le bateau pivote. Quand il a suffisamment tourné, on remet la barre dans l'axe du bateau. Il n'y a pas qu'en Europe et en Méditerranée que l'on fabrique des navires ingénieux. Les jonques chinoises sont déjà capables de sillonner les mers du monde avec leurs voiles lactées, leurs coques amphibies et leurs boussoles. Les pirogues d'Océanie, à double coque, font des traversées de plusieurs milliers de kilomètres. À partir du XVe siècle, les navires gagnent de la hauteur et du volume. Ils dominent la surface de l'eau de plusieurs mètres de haut. Ils sont plus stables, moins faciles à aborder en cas de bataille et peuvent transporter plus de marchandises dans leurs flancs. Ils ont en général 3 mâts. C'est le début des grandes découvertes. En 1492, Christophe Colomb ose se lancer à travers l'Atlantique pour gagner l'Amérique. Avec l'astrolabe, instrument inventé par les Arabes pour repérer la latitude du bateau, l'audace des navigateurs n'a bientôt plus de limite. Et c'est le déclin des galères. Pendant des siècles, elles ont été les reines des batailles navales grâce à la virtuosité des rameurs.
Et dès que les premiers canons de marine sont au point, les grands voiliers font définitivement la loi sur les mers. Au XVIIIe siècle, ils deviennent de véritables forteresses de bois, comportant jusqu'à 5 étages. Car la bataille sur mer fait rage. L'enjeu, c'est le commerce avec les colonies lointaines qui regorgent de richesses. Le trafic maritime se développe de façon extraordinaire. Épices d'Inde, jade de Chine, café d'Amérique. Pour s'enrichir vite, il faut des bateaux rapides. Au XIXe siècle, on voit apparaître de véritables pur-sang des mers. Ce sont les clippers. Étroits, légers, équipés de 4 voire de 5 mâts, bardés de voiles, ils sont conçus pour la vitesse pure. Hélas, les superbes clippers ne régneront pas longtemps, car une extraordinaire révolution est à l'œuvre dans le monde des bateaux. Grâce à la machine à vapeur, tout d'abord. À la fin du XVIIe siècle, elle envahit l'industrie. Les premières machines sont lourdes et encombrantes. Qu'à cela ne tienne, les bateaux sont donc de parfaits cobayes pour les tester. Dès 1770, on voit apparaître sur les flancs des bateaux les premières roues à aubes. Elles ressemblent à des roues de moulin à eau. Elles sont entraînées par une machine à vapeur et battent les flots pour faire avancer le bateau. Les premiers essais ne sont guère concluants, mais un Américain s'obstine, c'est Robert Fulton. Il améliore le principe et en 1807, il triomphe. Ces bateaux à vapeur assurent les premiers services réguliers. Le bouleversement de ce 19e siècle est réellement considérable. Pour la première fois, un bateau se déplace sans le secours de la force musculaire et ne dépend pas des caprices du vent. Les innovations se succèdent. L'acier fait son apparition sur les bateaux. En quelques années, les premiers bateaux à la coque tout en métal traversent l'Atlantique sans encombre. En 1832, nouvelle invention fondamentale, l'hélice. Le français Sauvage en découvre le principe. En quelques années, elle détrône définitivement la roue à aubes. Placée sous le bateau, l'hélice est moins vulnérable et surtout beaucoup plus efficace. Les ingénieurs ont fait de nombreuses recherches pour déterminer le profil idéal des pales des hélices. Il n'est pas nécessaire de tourner très vite. L'important est de déplacer le plus gros volume d'eau possible pour pousser efficacement le bateau. Et surtout, en tournant, l'hélice crée une forte aspiration au dos des pales, un peu comme avec une voile. Plus important, c'est l'aspiration qui naît derrière l'hélice. En 1844, le Great Britain symbolise à lui seul l'entrée du bateau dans l'ère moderne. Sa coque est entièrement en acier et il traverse l'Atlantique grâce à son hélice actionnée par une machine à vapeur. À partir de 1900, les machines à vapeur cèdent la place aux turbines à vapeur, plus efficaces. C'est l'époque des premiers paquebots géants. Chaque pays rivalise pour construire le plus beau, le plus grand et le plus rapide. Mais la voile n'a pas dit son dernier mot. Un monde de cette ampleur, avec ses chantiers, ses métiers, ne disparaît pas aussi facilement. Les superbes voiliers continueront à sillonner les routes maritimes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1925, nouvelle innovation clé, le moteur inventé par Rudolf Diesel. Il est plein de qualité, il peut consommer toutes sortes de carburants, il est économe et il a un bon rendement à toutes les vitesses. Il détrône les turbines à vapeur. De nos jours, il équipe 90% des bateaux. Aujourd'hui, les transports maritimes concernent surtout les marchandises. Plus de 80% des denrées voyagent par mer et les navires se spécialisent. Dans les années 70, on construit des super pétroliers gigantesques de plus de 400 000 tonnes. Mais ils sont fragiles. Plusieurs naufrages, comme celui de la Moco Cadiz, provoquent des pollutions très importantes. Aujourd'hui, par mesure de sécurité, mais aussi d'économie, on préfère construire des navires plus petits. Surprise, on revient même à la voile. Des voiles métalliques orientées par informatique équipent certains navires de commerce. Elles pourraient diminuer d'1/3 les dépenses de carburant. La voile n'a bien sûr jamais complètement disparu. Aujourd'hui, elle fait même un tabac en navigation de plaisance. Avec le goût pour les sports de plein air, on assiste même à un étonnant retour aux sources. L'explosion des planches à voile, un bateau simplifié à l'extrême, mais équipé de nouveaux matériaux. Le bateau est un moyen de transport économique. L'inconvénient, c'est qu'il est lent. On s'en contente pour les marchandises, mais comment séduire des passagers qui ne veulent pas perdre de temps? Le problème, c'est l'eau. À cause de sa densité importante, elle ralentit considérablement toute progression. Pour gagner en vitesse, les ingénieurs explorent deux directions.
la réduction des frottements dans l'eau et l'étude de nouveaux moteurs. Pour limiter les contacts avec l'eau, on imagine les aéroglisseurs. Le premier traverse la Manche en 1959. De puissants ventilateurs insufflent de l'air sous la coque pour former un coussin d'air qui soulève le bateau au-dessus de l'eau. Plus récents, les hydroptères. Ils ont plusieurs coques comme les catamarans. Elles sont équipées de patins métalliques. À mesure que le bateau prend de la vitesse, il s'élève au-dessus de l'eau, soulevé par ces patins qui fonctionnent dans l'eau comme des ailes d'avion. Le bateau plane alors littéralement au ras des flots, à près de 100 km/h. Quant à l'hélice, elle est inefficace à sa vitesse. Les moteurs sont de puissantes pompes qui aspirent et refluent l'eau comme des turbines d'avion. Alors question, est-ce un bateau qui vole ou un avion qui flotte ?